La puce à l'oreille et la plume de Pan présentent les récrés sonores à Paris. Rencontre autour de l'audio jeunesse, 1er décembre 2023. Deuxième table ronde, l'audio comme porte d'entrée vers le livre et la lecture, avec Sandra Felto, Nicolas Trost et Fernando Pinto da Silva. Animé par Christophe Rioux. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre des récrés sonores intitulée l'audio porte d'entrée vers la littérature et qui va notamment tenter de comprendre comment l'audio sous toutes ses formes, c'est-à-dire le livre, le podcast, mais aussi divers types de dispositifs interactifs, peut en effet rendre le livre plus accessible à des enfants dits empêchés. Nous verrons également de quelle manière l'écoute de livres audio ou de podcasts développe l'appétence pour la lecture et permet aux jeunes auditeurs d'être immergés dans une histoire tout en se tenant à distance des écrans et en laissant donc l'imaginaire faire son travail. Et pour aborder ces différentes dimensions et préciser ce rôle de l'audio comme porte d'entrée vers la littérature, je vous présente tout de suite nos intervenants. Sandra Felto, cofondatrice et directrice générale de Nara. Nicolas Trost, responsable des projets spéciaux des éditions Les 400 coups, et Fernando Pinto da Silva, expert en accessibilité numérique et membre de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Alors, je vous propose peut-être qu'on commence par un tour de table avec des extraits qui vont un petit peu scander ce moment. Et on va commencer avec Sandra. Sandra Felto. Sandra, vous travaillez dans le milieu du livre depuis 2009. Vous avez tour à tour été libraire, responsable des communications, comme on dit au Québec, des communications. J'aime beaucoup. D'ailleurs, on essaiera de parler de balado plus que de podcast. Reprenez-moi si ma langue fourche. Responsable des droits étrangers et des adaptations, ainsi que coordinatrice de production de livres audio. Vous êtes donc cofondatrice et directrice générale de Nara, l'unique plateforme québécoise et canadienne consacrée aux livres audio francophones, offrant un abonnement par crédit, c'est comme ça que ça fonctionne, et une application d'écoute. Voilà. Et on va vous écouter, mais juste avant, on va lancer peut-être un premier extrait. Vais-je un jour réussir à attraper une étoile? Les yeux levés vers le ciel, Dunor rêvassait. Il avait essayé de 1001 façons d'en atteindre une, sans jamais y parvenir. Au sommet d'une montagne, sur le toit de sa maison, avec de grandes ailes. C'est à ce moment qu'un avion traversa le ciel. Oh, il est si haut! Dunor s'imagina à bord, entouré d'étoiles. Puis, il lui vint une idée. Construire sa propre fusée. Le cœur léger, il s'empressa de rentrer chez lui pour concocter son plan. Il se voyait déjà décoller dans un grand nuage de fumée et rejoindre les étoiles en quelques secondes. « Cette fois-ci, je vais réussir !» pensa-t-il avec une confiance renouvelée. Voilà, alors c'était le Cueilleur d'étoiles, destiné à un public enfantin, jeune enfant. Alors, est-ce que vous voulez peut-être nous dire quelques mots sur cette création et puis sur Nara également? En fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait-là, c'est que moi, j'ai pas d'enfant, mais ma collègue Joanie en a 4. Et ce livre audio-là, c'est pas nous qui l'avons produit, c'est un livre qui est en vente sur la plateforme. Mais je pense que son jeune garçon de 5 ans l'a écouté probablement 15-20 fois. C'est vraiment un de ses coups de cœur. Puis en fait, je pense que ça m'amène un peu à prendre la grande porte pour aborder le sujet d'aujourd'hui, mais c'est que l'audio, pour même un public qui ne sait pas encore lire, qui est très jeune, ça peut être la première porte d'entrée pour accéder à la littérature. Puis là, en plus, on le fait avec des effets sonores, de la musique, des sons qui viennent vraiment, quand on est très jeune,
nous chercher émotivement, puis créer comme une espèce de rituel un peu magique, donc qu'on peut juste ajouter à notre quotidien. Puis c'est une première porte d'entrée vers des histoires, vers une façon de relier les mots avec des émotions, avec quelque chose qu'on peut après ça se construire dans notre tête. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai choisi cet extrait-là. Peut-être justement le lien avec un peu la ligne. Alors je sais pas si on peut parler de ligne, mais en tout cas le point de vue de Nara et pourquoi vos choix justement. Je sais que vous êtes très intéressé. On en a parlé sur le contexte de l'apprentissage de la lecture, sur même les difficultés de lecture. On parlera des problématiques 10 justement, mais comment vous appréhendez cette dimension? C'est une plateforme qu'on a développée qui vraiment voulait répondre à un besoin du grand public, mais que tranquillement, on veut vraiment améliorer pour répondre à un besoin plus spécifique, donc de personnes qui ont une déficience perceptuelle ou visuelle, etc. Puis là, c'est particulier parce que on a une application sur un téléphone intelligent, donc jusqu'à quel point ça peut répondre à ces besoins-là, mais quand même, il y a une volonté de notre part pour l'améliorer, pour développer aussi un lecteur d'écoute sur notre site web. De cette façon-là, quand même, on peut répondre à des besoins plus spécifiques. Puis, c'est ça, on a commencé à travailler aussi avec un groupe d'orthophonistes, donc qui sont vraiment dans la pratique privée, qui font aussi un travail, évidemment, de façon clinique, là, si on veut, avec des enfants avec des difficultés d'apprentissage, donc d'inclure le livre audio dans leur pratique pour justement permettre aux jeunes d'avoir aussi des histoires de succès reliées à la littérature. C'est super encourageant pour eux de savoir qu'ils sont à même de comprendre tout ce qui a rapport avec la structure narrative, la structure de phrases, développer un plus grand vocabulaire et tout ça. C'est vraiment des choses qu'on peut évidemment, je pense que je vous apprends rien, là, mais qui sont accessibles et disponibles avec le livre audio. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'à travers nos discussions avec les orthophonistes, elles ont développé des capsules vidéo où elles expliquent comment les parents peuvent aussi aider leurs enfants avec le livre audio, puis quels sont les avantages. Parce que souvent, les parents... de ce que eux m'ont dit, les orthophonistes, les parents vont penser que le livre audio c'est chouette, mais que ça peut pas remplacer un livre, puis que c'est un beau complément. Puis finalement, à travers nos discussions, ce qu'on leur a fait prendre conscience, puis ce qu'ils peuvent aussi faire prendre conscience aux parents par la suite, c'est que le livre audio c'est un format qu'on peut utiliser de façon complètement indépendante là, au format papier. Exactement. Et on va le voir, on parlait des enfants, mais pas seulement, puisque on a un second extrait qui est le manoir d'Hillcrest, alors qui lui se destine aux adolescents et à peu près à tous les publics. Hein. Oui, puis ici, juste avant qu'on le passe, je pense que je veux un peu faire le pont. C'était super intéressant la discussion précédente, puis par rapport au fait de ne pas isoler des jeunes avec des enjeux d'accessibilité, je pense que de plus en plus, en fait, moi, je pense que ça va être un peu ça que je vais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est comment, dans le monde concret, avec les enjeux financiers, tout ça, qu'on vit tous, peu importe le territoire, comment l'intérêt du grand public, puis des enfants, qui est la nouvelle génération des auditeurs de livres audio, que cet intérêt-là peut finalement nous donner des ailes pour produire plus de formats accessibles, puis que c'est vraiment nos roues qui tournent. Donc, on a un exemple avec cet extrait-là. C'est une collection qui est publiée par la Courte Échelle au Québec, qui s'appelle la collection Noire. C'est une des collections pour les 10-12 ans qui est la plus populaire en ce moment. Là, c'est des files interminables au Salon du Livre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la collection. Et en fait, l'éditeur a décidé de faire les deux plus récents qui sont sortis cet automne en format audio avec justement des effets sonores, de la musique et tout ça.
ça. Puis, je trouve ça super chouette parce que quand on a des productions comme ça qui sont disponibles, était disponible en même temps que le livre papier, je pense que ça peut être vraiment génial parce que on a accès à des produits de qualité. Puis, en plus, je pense que c'était aussi une problématique qu'on avait, qu'on va peut-être parler plus tard, mais le fait qu'il y a beaucoup de livres pour les plus jeunes, mais que là, quand on arrive à un peu plus vieux, adolescent, en tout cas, historiquement, il y en avait moins. Donc là, ça commence, puis je pense que c'est ça, c'est super chouette. Ouais. On va écouter le manoir d'Hillcrest, on vous l'a promis, et donc je crois qu'on peut le lancer. Le manoir Hillcrest est situé au cœur d'une forêt peuplée de créatures dangereuses qui ne s'approchent qu'à la nuit tombée. D'après le peu d'informations dont je dispose, parce que c'est aussi un sujet tabou, les créatures seraient en fait des humains qui se sont transformés à la suite des événements. Ont-ils perdu l'esprit parce qu'ils ne pouvaient supporter ce qui arrivait autour d'eux? Sont-ils atteints d'une sorte de maladie qui s'attaque à leur cerveau? La raison de cette transformation n'est pas claire, mais au manoir Hillcrest, il est interdit de poser des questions. Une vieille clôture métallique, haute de 3 mètres, peine à empêcher les créatures d'approcher. La nuit, on entend leur halètement, leurs grognements et les bruits que font leurs griffes sur le grillage. Il m'arrive parfois, malgré l'interdiction formelle de mes parents, de scruter en secret la forêt par la fenêtre de ma chambre. Toutefois, je n'ai jamais pu voir ces créatures avec précision. Elles ne sont que des ombres parmi les ombres. Dans mon imagination, je me les représente très laides, avec de grands yeux blancs aveugles et des dents effilées comme des poignards. Je m'appelle Finnegan Hillcrest, et ce manoir en décrépitude, c'est le début et la fin de mon monde. C'est littéralement le seul endroit que je connais. J'y ai toujours vécu et, du plus loin que je me souvienne, je n'en suis jamais sorti. Jamais. Très bien, ça donne envie de... Allez, on va continuer notre tour de table avec Nicolas Trost, responsable des projets spéciaux des éditions Les 400 coups. Nicolas, vous avez rejoint les éditions Les 400 coups en 2015, après avoir géré là aussi les communications. Vous vous consacrez actuellement à l'organisation des salons et foires du livre, à la gestion des ressources humaines, tout en mettant en place un programme d'accessibilité dans le but d'adapter les albums jeunesse à de nouveaux formats, Frog, EPUB, audio ou LSQ. Alors peut-être, avant de commencer, qu'est-ce que c'est les projets spéciaux? C'est un terme très mystérieux, les projets spéciaux des éditions 400 coups. Tout ce qui ne cadre pas dans le livre papier, tout simplement. L'adaptation des livres dans différents supports, différents en fait, parce que la mission première de la maison d'édition, ça reste le livre papier, donc tout ce qui n'est pas le livre papier va tomber dans ma cour. Donc c'est tout ce qui n'est pas le papier, et donc, alors ça veut dire que concrètement, cette question de l'accessibilité, et ce fameux programme d'accessibilité, il consiste en quoi? Juste d'abord pour situer, c'est quoi les 400 coups? Les 400 coups, c'est une maison d'édition québécoise qui existe depuis 95, donc bientôt 30 ans, mais qui est distribuée également en France via Interforum depuis au moins une vingtaine d'années. Donc tous nos livres sont disponibles sur les 2 territoires et on est spécialisé uniquement dans l'album illustré pour le 0-14 ans. Et nos créateurs sont aussi bien québécois que français également. On aime bien avoir des binômes également sur les 2 territoires. Puis au niveau de l'accessibilité, c'est en fait une réflexion qui est venue parce que c'est des partenaires étrangers à maison d'édition qui sont venus nous approcher en nous demandant les droits de livres pour pouvoir les adapter pour leur clientèle, notamment je pense à l'école Gadebois qui est une école pour malentendants dont la langue première est le LSQ qui est la langue signée québécoise, qui est venu nous voir pour justement faire des vidéos de nos livres avec des interprètes qui vont signer les histoires. Et donc c'est vraiment parti de là, on a vu qu'il y avait différents partenaires qui essayer d'adapter à plusieurs niveaux nos livres, et on a décidé de pas juste leur donner l'accès aux livres, mais également d'être un partenaire dans la création, en fait, de s'impliquer là-dedans pour justement mieux connaître c'est quoi les besoins de ces clientèles-là, pourquoi elle est adaptée. Et puis, je donne juste un exemple. Quand on a décidé de faire du livre audio, par exemple, on s'est dit, ça va être génial, on va pouvoir rejoindre
une plus large clientèle, et pour les personnes souffrant de déficiences visuelles, notamment les enfants, ça va être quelque chose d'intéressant. On a commencé à se renseigner et d'emblée, les différentes associations nous ont dit non, pour les enfants, on ne veut pas de l'audio, on veut d'abord qu'ils apprennent le braille et l'audio va venir plus tard. Et c'est quelque chose qu'en tant que voyant, on n'a pas forcément, on ne savait pas, on avait des a priori, puis justement de parler avec les différents partenaires, ça nous permet d'adapter aussi, puis de voir c'est quoi leur réalité. Puis en tant qu'entreprise aussi, on a accès à certaines aides financières et c'est avec ça justement qu'on a pu créer plusieurs projets. Puis au départ, quand on est allé dans le livre audio, c'est aussi parce qu'il y avait des aides du gouvernement qui nous ont permis de lancer ces formats-là. Et on est vraiment allé au départ à tâtons, en vraiment essayant, voir comment se faisait l'adaptation, qu'est-ce qui était capable d'être d'adapté, et de se poser plein de questions sur le processus, notamment dans le livre illustré, qui est beaucoup plus difficile à mon avis qu'un roman où il y a juste du texte. Quand il y a l'illustration, comment on traduit l'illustration en son? Est-ce qu'on rajoute du texte? Est-ce qu'on rajoute des effets sonores? Est-ce que tous les livres sont adaptables en audio? Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que non, qu'il y a vraiment plusieurs étapes, plusieurs difficultés en fait. Complètement. Et puis, il y a un paramètre que vous avez un petit peu évoqué, qui est le paramètre économique, puisque ça coûte finalement assez cher. Moi, j'étais surpris des différences en termes de chiffres et de poids économique. Alors, moi, j'ai pas de problème de parler de chiffres. Mais déjà, il faut savoir, au Canada, on a été chanceux. Le gouvernement fédéral nous a donné une aide financière qui couvrait 75% des frais de production. Actuellement, l'aide financière n'existe plus, ce qui fait que la production de livres audio, Sandra pourra sûrement le dire, a vraiment chuté. La plupart des éditeurs qui s'étaient lancés là-dedans ont dit il n'y a plus d'aide, on arrête ça. Et pour donner un exemple, oui. Un livre audio, un album, de notre côté, c'est entre 4 000 à 6 000 $ à peu près. Quand on fait des études, puis quand on est venu en France, on a regardé qu'est-ce qui se faisait, on nous proposait le même projet à peu près 400 à 600 €. 10 fois moins, en gros. Exactement. C'est sûr qu'on n'est pas sur la même devise, là, mais oui. On voit quand même qu'il y a une différence. Les normes de production ne sont pas forcément les mêmes et d'accessibilité non plus. Au Canada, quand on produit un livre audio, on produit également une version DAISY qui est demandée pour l'accessibilité. Quand on parle de ce format-là en France, aux producteurs, c'est un format qui me font « c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Je connais pas ça, je fais pas ça. » On voit également qu'après qu'il y a du vocabulaire, il y a des technicalités qui sont pas les mêmes non plus. Mais effectivement, le poids économique est important, sachant que le marché québécois est relativement petit. On parle de 8 millions d'habitants. Le livre audio va durer en tout cas dans notre cas, entre 8 à 15 minutes. Un adulte, un parent n'est pas prêt à débourser un certain prix pour ce format-là versus un roman qui va durer 5-6 heures. Donc, on fait face aussi à cette réalité-là que quand on décide de le faire, on est conscient qu'on ne rentre pas dans nos coûts économiques, qu'on ne fait pas d'argent, on veut l'accessibilité, mais malheureusement, on est une entreprise privée. On est obligé de faire des bénéfices à un moment donné pour financer l'ensemble des projets. Donc, on doit faire des choix aussi. Oui, et puis on parle d'accessibilité, mais le paramètre de l'accessibilité, c'est aussi cette dimension économique, et on parlera sans doute tout à l'heure aussi de la dimension sociale, de l'accès. On voit que le sonore aujourd'hui est quand même je parle du sonore de manière générale, de l'audio et le sonore aujourd'hui est quand même marqué par une rupture entre, finalement, on le voit dans le monde musical, entre une musique pour les riches et une musique pour les pauvres, avec, si vous voulez du son de qualité, non compressé, vous payez. Eh bien, on voit ces phénomènes autour de la compression sonore se généraliser à peu près tout le champ, tout l'écosystème du sonore et de l'audio, et c'est un vrai problème. Alors, on va finir notre petit tour de table avant d'avoir des échanges autour de nos thématiques avec Fernando Pinto da Silva. Vous êtes expert en accessibilité numérique et membre de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Vous êtes notamment, vous avez travaillé dans la production de livres adaptés et l'évaluation d'aides techniques à l'association Valentin AUI, ERD Lab et Braille.net. Vous êtes président de DAISY France. Vous travaillez actuellement donc pour la fédération dans une logique qui est de favoriser l'accès au contenu numérique pour tous. Et vous avez d'ailleurs, il y a très peu de temps, participé aux assises du livre numérique avec une intervention très remarquée. Et précisément, alors peut-être là aussi pour les extraits sonores, on va tout de suite en écouter un premier. Ouistiti racle le fond du plat. Ouistiti racle le fond du plat et se lèche les doigts.
Oh, zut, dit Ouistiti, j'ai les mains qui collent et rien pour m'essuyer. Bon, tant pis, sur le pantalon, voilà. Chut, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? La petite souris n'a rien vu. Turlututu, chapeau pointu. Ça y est, le gâteau est dans le four. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dit Ouistiti. On chante, dit la souris. D'accord. Dans la forêt, un Ouistiti, tout petit, tout petit, tout petit, se baladait de ci de là. Hop là, hop là, hop là. Un gros serpent vint en rampant. Pan, 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 pan. Le Ouistiti, il est parti. Parti, parti, parti. Tant pis. Alors avant peut-être d'aborder la question de l'accès au livre pour les personnes, c'est vrai que c'est dur d'enchaîner, surtout avec un chiffre. Voilà, exactement. Oui, avant d'aborder donc cette question de l'accès au livre pour les personnes déficientes visuelles, et peut-être pour citer un chiffre quand même, un défi majeur, puisque à peu près 10% de l'offre éditoriale serait pleinement accessible, on en reparlera. Mais alors pourquoi ce choix? Pourquoi ce Ouistiti qui racle effectivement le fond du plat? Et pourquoi racle-t-il précisément le fond du plat? Mais pour ça, il faudrait écouter le livre, en fait. Hein. Voilà. Non, pourquoi? En fait, bon, c'était un clin d'œil, évidemment, quand vous nous avez proposé de sélectionner des extraits. Je trouvais que voilà, ça apportait un peu de légèreté. Je pense qu'on l'a vécu tous ensemble, ce qui est bien. Ça crée une émotion. Au-delà de ça, et d'où je parle, donc de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, que sans doute pour beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, la question qui se pose à nous, dans nos associations membres, c'est comment amener les jeunes enfants vers la lecture. On est 50 membres sur toute la France, donc en métropole, en Outre-mer. On a une diversité dans nos associations membres avec des structures qui aident les personnes aveugles et malvoyantes dans un certain nombre de sujets. On a également des éditeurs qui font un travail remarquable. On en entendra tout à l'heure un extrait d'ailleurs. Mais je trouvais que cet extrait, il permettait d'imaginer à un moment donné comment on peut donner le goût à des enfants qui sont privés de la vue pour peut-être s'emparer d'un livre. Alors, j'ai réagi en souriant à ce que disait Nicolas tout à l'heure sur cette dichotomie qui voudrait que il faut surtout pas mettre d'audio dans les mains des aveugles quand ils sont enfants, sinon ils liront jamais du braille. Alors, c'est un point de vue et on le connaît et en vrai, on sait que certaines structures publiques pensent un peu les choses comme ça. Nous, pour être très clair, le point de vue qu'on porte, c'est il faut donner envie aux enfants de lire. Et de lire, quelles que soient les modalités, que ce soit de l'audio, que ce soit plus tard du braille, que ce soit du gros caractère adapté à leur vue, papier, numérique, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est leur donner envie de lire. Et donc, un travail comme celui qu'on a pu écouter ou comme celui qu'on écoutera tout à l'heure, c'est une façon d'amener les enfants à lire et de leur dire c'est pas parce que vous êtes aveugle que tout est perdu, que vous n'allez pas avoir accès à l'écrit, que vous n'allez pas avoir accès à l'ensemble de la littérature enfantine et puis ensuite on l'espère jeunesse, même si effectivement pour le moment il y aurait encore pas mal à faire dans ce domaine-là. Et après, au-delà de ça, au-delà des questions donc de braille, pas braille, oui, le braille, on sait qu'aujourd'hui c'est un facteur d'intégration socio-professionnelle important. On sait que pour les personnes aveugles qui ont la chance d'être en emploi comme moi, le braille c'est un vrai facteur d'intégration. Mais ça prend du temps à éduquer un touché, ça prend du temps à pouvoir discriminer 6 points au bout d'un doigt pour pouvoir du coup très rapidement dire ça c'est un A, ça c'est un Z, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, c'est, l'audio, c'est important. Et donc, nous, évidemment, on prône cet usage de façon massive et sans exclure effectivement le reste et en disant bien que, ça permet d'aller vers d'autres choses. Et puis, j'en terminerai là peut-être pour les propos liminaires avant d'enchaîner sur le deuxième extrait. Et puis, malheureusement, pour le coup, c'est beaucoup moins réjouissant que Ouistiti qui racle le plat.
Mais on a aussi des enfants qui sont hospitalisés tôt à cause de leurs problèmes de vue. Et donc, du coup, l'audio, c'est aussi une façon de pouvoir, même en milieu hospitalier, quand vous êtes hospitalisé, pouvoir avoir des contenus faciles à portée de main qui vous permettent de vous changer les idées et pas penser à votre handicap régulièrement. Exactement. Et alors, on évoquait tout à l'heure en préambule, je citais votre intervention aux Assises du livre numérique. Un des points qui a été assez important, je trouve, ça a été l'évocation de la rentrée accessible portée par le Syndicat national de l'édition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on y est là Alors nous, on n'en pense que du bien, évidemment. Ça fait maintenant 10 ans qu'avec beaucoup de bonheur, le Syndicat national de l'édition, soutenu par le Centre national du livre, qui nous accueille aujourd'hui d'ailleurs, et effectivement, à chaque rentrée littéraire, vous savez, on a toujours ce petit événement franco-français de la rentrée littéraire de septembre, avec maintenant un petit effet qui se coule en janvier, mais qui fait que du coup, effectivement, on a cette possibilité d'avoir l'accès en même temps que l'ensemble du public à tout un tas d'ouvrages. Alors, pour le coup, si je détaille un peu les formats, ça va être beaucoup en braille, donc braille papier, braille numérique, en audio, mais il faut bien le dire, pour être dans les temps, et du coup, ça rejoint un peu les problématiques qui étaient évoquées par Sandra et Nicolas. En réalité, c'est beaucoup dans un format que Nicolas a évoqué, qui est le format DAISY, qui est un format qui, en France, effectivement, Nicolas, je le confirme, c'est vraiment ressenti comme un format adapté qui peut pas être distribué à l'ensemble du public, ce qui est techniquement faux, puisqu'en fait, dedans, il y a du MP3 et qu'en réalité, si on le lit sur une chaîne de salon, par exemple, on peut le lire sans aucune espèce de difficulté, ou sur un autoradio, par exemple. Bon, bref. Et donc, du coup, on distribue ces livres de la rentrée littéraire en format DAISY, et l'audio, là, pour le coup, est généré très majoritairement en voix de synthèse. Pour des raisons, encore une fois, de temps, d'efficacité. C'est généré en un clic de souris, avec évidemment un certain nombre de dictionnaires de prononciation. Et parallèlement, dans les chaînes de production, on peut avoir, pour le coup, des bénévoles dans nos associations qui vont faire ce travail de lire rapidement les ouvrages de la rentrée littéraire, mais pour le coup, le nombre de titres disponibles en audio voix humaine, comme on le dit dans nos associations, en comparaison avec ce qui existe en audio voix de synthèse pour la rentrée littéraire, est beaucoup moins important. Ça, c'est très clair. Après, la voix de synthèse, ça reste une modalité de dernier recours pour les gens qui apprécient l'audio, ce qui vous étonnera sans doute pas dans cette salle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire il vaut mieux ça que rien. Et que donc, du coup, si on a de la voix de synthèse qu'on fait de la façon la plus optimale, qualitative, et ben ça permet quand même d'avoir accès à ce titre en même temps que tout le monde. Oui, effectivement. Alors on va peut-être se poser la question de savoir si l'audio est un loup dans la cuisine. Alors je ne dis pas ça parce que subitement je serais parti dans d'autres directions. C'est le second extrait que nous allons écouter, et vous allez peut-être nous dire après pourquoi vous l'avez choisi, un loup dans la cuisine. Une petite fille parle à sa grand-mère. Grand-mère, Grand-mère tricote. Oui, j'ai vu un loup. il n'y a pas de loup dans les villes. Si, j'ai vu un loup dans la maison. Il n'y a pas de loup dans les maisons. Grand-mère, Oui, j'ai vu un loup dans la cuisine. il n'y a pas de loup dans ma cuisine. Sinon, je l'aurais déjà fait rôtir. Si, j'ai vu un loup dans le panier à salade. Grand-mère, intriguée, lâche son tricot. Elle ouvre le panier à salade. Un loup minuscule apparaît. Ah oui, il y a un loup dans le panier à salade. Qu'est-ce qu'on en fait? Le loup est apeuré. On le fait rôtir ou on le mange en salade?
Alors ça, c'était un petit clin d'œil à un de nos adhérents, en fait, que peut-être que vous connaissez pour certains, certaines, qui s'appelle Benjamin Média, qui est donc un éditeur qui est adhérent de la Fédération des aveugles et amblyopes de France et qui produit des livres audio, comme celui qu'on vient d'entendre, avec une version imprimée normalement et le braille et le tout en général dans le même coffret. Voilà. Et donc, du coup, c'est une façon de faire un clin d'œil parce que moi, je trouve que la réalisation sonore, elle est intéressante. Il y a un certain nombre de bruits qui nous permettent d'entendre le panier à salade qui se ferme, etc. à des moments où tout n'est pas complètement recouvert, avec du coup ce côté un peu humoristique qui moi, me plaît particulièrement. Et donc, du coup, oui, c'était une petite façon de faire un clin d'œil à un de nos 3 éditeurs qui travaillent beaucoup sur ces questions de création sonore, notamment. Exactement. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Sandra et Nicolas, sur ce qu'on a pu écouter, enfin, ces extraits justement. Et là, alors, on en reparlera. Il y a d'autres éditeurs effectivement qui ont développé des choses aussi très intéressantes. Oui. Oui, ben en fait, j'ai beaucoup aimé l'extrait. Il y a plein de choses que vous avez mentionnées j'ai comme envie de poser plein de questions parce que ce que je trouve dommage, puis là, en tout cas, j'ouvre une autre parenthèse que je vais quand même essayer de refermer rapidement, mais on assiste quand même à beaucoup de conférences. Puis d'ailleurs, au Salon du Livre, la semaine passée, on a parlé de l'accessibilité du livre aussi avec des gens des bibliothèques. Puis en fait, je sais pas si c'est la même chose en France, mais je trouve qu'il y a, au-delà des enjeux financiers et tout, il y a aussi des enjeux de communication parce que j'ai l'impression qu'on parle pas assez aux gens qui sont concernés. Puis, entre les éditeurs, les bibliothèques, il manque aussi, à mes yeux, beaucoup de communication qui pourrait déjà régler des problèmes. Tu sais, je pense à... Nous, on a un peu... quand j'étais au Studio Bulldog, qui est un studio de production de livres audio, on a travaillé, entre autres, avec Nicolas puis avec d'autres éditeurs. Puis... mais nous, on s'est dit, on veut que nos livres audio soient accessibles dans un catalogue, dans le catalogue de la SQLA, qui est le catalogue, je me rappelle jamais des mots, en tout cas, mais c'est vraiment un catalogue qui concerne l'accessibilité, donc des gens qui ont toutes sortes d'enjeux vont sur demande à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour demander des livres dans un format particulier. Puis ensuite, là, ces formats-là deviennent accessibles à tous. Et nous, on a créé des livres audio, puis on se rendait compte que au même moment où on les produisait, il y avait une version qui avait été produite avec un bénévole. Puis là, on se retrouvait avec 2 versions en même temps du même livre. Mais là, nous, on a produit une édition avec des effets sonores, de la musique, un jeu d'acteurs et tout ça. Donc, là, je me dis, c'est tellement dommage parce qu'on parle d'un manque en termes de volume. Mais là, on se retrouve avec des doublons parce qu'il y a un manque de communication. Donc, c'est super dommage. Puis là, c'est en train de changer un petit peu parce qu'on a été proactif. Puis on a demandé à la bibliothèque justement d'avoir cette communication-là. On fournit des listes à l'avance de ce qu'on va produire et tout ça pour éviter que ça arrive. Mais c'est que souvent, c'est les choses les plus simples qui, en fait, ont le plus grand impact. Donc, c'est en train de changer, mais je sais pas c'est quoi la situation en France. Je sais que nous, c'est ça, on a décidé de le faire. Puis c'est un peu... normalement, c'est pas nécessairement le travail d'un éditeur de produire une version DAISY, historiquement. Mais après, on se rend compte que c'est pas tellement compliqué techniquement à faire. Donc, pourquoi ne pas le faire? Nous, on a la chance d'avoir quelqu'un dans notre équipe qui a fait ce travail-là auparavant. Donc, lui, il peut le faire lui-même. C'est super, mais bon, je pense que une grande partie de ça, c'est vraiment un problème de communication aussi. Oui, les communications, comme vous le dites si bien au Québec. Alors Nicolas, oui, vous partagez ce point de vue, enfin, c'est un peu le sentiment que vous avez. Tout à fait, on travaille beaucoup en huis clos, puis ce que je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Fernando par rapport à ce que je mentionnais sur le livre audio et tout, pour les enfants ayant des problématiques visuelles. Nous, c'est vraiment la formation qu'au Québec on nous a donnée. C'est sûr que je suis content qu'effectivement qu'il y ait un autre son de cloche, puis que l'audio soit quand même qu'en France il y a une autre vision, puis qu'effectivement je suis tout à fait d'accord là-dessus que il faut créer l'intérêt de la lecture, quelle qu'elle soit, par n'importe quel outil. Moi, j'ai amené juste le point de vue effectivement que c'était
l'Association nationale au Québec qui nous donnait cette information-là, qu'on ne savait pas non plus. Bon, c'est pas mal ça. Je voulais juste préciser. Oui. Mais juste pour rebondir là-dessus... Juste pour rebondir là-dessus, je dis pas qu'en France tout le monde soit sur ce trait-là. On a aussi des enseignants qui apprennent le braille aux enfants et qui ont très peur justement que les enfants en fait délaissent le braille au profit de l'audio, ce qui parfois malheureusement peut être une réalité. Il y a eu un congrès à Boston en 2015 pour faire l'état un peu de comment les enfants s'emparaient du braille, et en fait on a constaté de façon mondiale qu'il y avait une forme d'analphabétisme chez les publics aveugles parce qu'ils avaient massivement migré. C'est pas le livre audio qui est en cause, mais sur les technologies avec les synthèses vocales, et que donc du coup ça leur donnait le sentiment que finalement le braille ne leur servirait à rien, ce qui fait qu'en fait on avait là des populations qui ne maîtrisaient plus du tout l'orthographe par exemple. Donc c'est sans doute pour ça que au Québec il y a peut-être ce positionnement un peu sévère. En France, dans certaines de nos institutions publiques, on peut avoir les mêmes positionnements. Après, en tant que parent, on fait bien ce qu'on veut aussi. Exactement. Et alors, ce qui était très intéressant, là encore, dans votre intervention aux Assises du livre numérique, c'est que vous avez rappelé l'histoire du braille, qui est assez méconnue finalement d'un certain nombre d'acteurs de la chaîne du livre, et en rappelant d'ailleurs et en précisant cette dimension binaire qu'on sous-estime peut-être, mais que vous avez fortement mise en avant. Oui, j'ai dit et je maintiens que finalement le braille dont on va prochainement fêter les 200 ans, la date est un peu arbitraire, mais bon, on a retenu 1825, voilà, qui est sans doute à peu près le moment où Louis Braille a stabilisé son code. C'est sans doute l'un des premiers codes binaires de l'ère moderne, en définitive, puisque avec 6 points, tantôt j'affiche un point, tantôt je l'affiche pas, et donc avec ça j'arrive à faire 64 combinaisons. Et même lorsqu'on parle de braille informatique, en rajoutant 2 points, avec 8 points, je fais 256 combinaisons différentes, c'est-à-dire tout ce qui me permettait dans les années 70 notamment de pouvoir manipuler un ordinateur. Donc voilà, oui, c'est une forme de clin d'œil, mais de dire que le braille s'associe bien au numérique, aux technologies, mais pour revenir au sujet qui nous réunit tous aujourd'hui, il rentre pas en opposition avec le reste. C'est-à-dire le fait de pouvoir pratiquer le braille comme je le fais depuis ce matin, de prendre des notes pour pas oublier ce que je veux dire, etc., ça rentre pas en opposition avec le fait que si je suis chez moi et que j'ai envie de lire un essai et que cet essai existe en audio, je vais pouvoir me le mettre dans les oreilles en même temps que je fais la vaisselle, par exemple. Voilà. Mais après, il y a effectivement parfois, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de rebondir sur la remarque les déficients visuels, peut-être pas pour les enfants faire de l'audio. Je pense que parfois c'est juste trouver la bonne façon, la bonne focale pour rester dans le champ du visuel, et peut-être pas tout faire en braille et peut-être pas tout faire en audio, et peut-être aussi considérer que le livre, ça doit être aussi un moment de plaisir en fait. Et donc si à un moment donné je vais vers un enfant en lui disant toi tu liras qu'en braille parce que maintenant c'est comme ça que j'ai décidé que ça serait, je suis pas sûr qu'il trouve que ce moment de lecture ça soit un moment de plaisir en fait. Et peut-être qu'en écoutant Ouistiti ou le loup dans le panier à salade, ça peut lui sembler un peu plus fun, comme on dirait outre-Atlantique. Donc voilà le pourquoi du comment. Ouais. Oui, et puisque nous sommes dans le cadre des récrés sonores et que notre thématique c'est l'audio porte d'entrée vers la littérature, on peut aussi se poser la question, et je sais qu'elle vous intéresse et qu'on pourra partager un petit peu cette dimension-là, c'est la multiplication de vecteurs, d'outils à destination des enfants. On peut penser à des applis comme par exemple Alma Studio, on peut penser aux enceintes comme Merlin, on peut penser à Looney. Enfin, est-ce que ça, effectivement, ça participe à cette idée de l'audio comme une sorte de porte d'entrée magistrale vers la littérature et vers le livre? Alors, magistrale, je sais pas, mais est-ce que c'est une porte d'entrée? C'est évident. Nous, on a vu là un certain nombre d'enfants aveugles, très malvoyants, accompagnés entre autres beaucoup par leurs parents, qui cherchent des solutions, encore une fois aussi, pour les amener vers ça, vers la lecture.
Et dans le même temps, donc c'est une porte indubitable, c'est assez simple pour certains des objets. Je pense, Laure Saget ce matin mentionnait les boîtes à histoire, donc la Luni par exemple, de ce point de vue-là, elle est remarquable de simplicité. En revanche, va se greffer d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la production du livre numérique, audio numérique, mais qui ont tout à voir avec la façon de le consommer. C'est-à-dire que sur une application, on citait celle d'Alma Studio par exemple, la vraie question qui peut se poser, c'est est-ce qu'elle est utilisable ? Est-ce qu'elle est accessible en ce sens où est-ce qu'elle respecte les normes d'accessibilité quand on fait du développement numérique ? Et la réponse n'est pas forcément très positive. Ce qui fait que du coup, on peut très bien avoir des contenus audio de qualité, très bien formatés, absolument remarquables, mais qu'on ne va pas pouvoir forcément utiliser. En fait, on ne va pas pouvoir forcément les déclencher dans l'application iPhone, par exemple, parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Ou, pour prendre un autre point de vue, on peut ne pas être un enfant aveugle, mais être un parent aveugle. Avoir une enfant qui n'a pas de problème de vue, qui est très contente d'avoir une Luni, mais qui du coup à un moment donné dit bon écoute t'es gentil papa, mais là tes histoires là je les ai déjà écoutées 152 fois, donc si on pouvait changer les contenus ça m'irait bien. Et donc du coup le papa aveugle va se connecter sur le Luni Store et le Luni Store il n'est pas accessible. Ouais. Donc en fait là, la question qui peut se poser, c'est aussi de dire ces interfaces de lecture qui permettent d'accéder à des chouettes contenus, comme ça a été rappelé encore ce matin. La question, c'est aussi est-ce que c'est accessible aux parents, aux grands-parents qui eux-mêmes ont un handicap et qui ont des enfants, des petits-enfants et qui veulent leur en faire profiter. Oui, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ces outils. Effectivement, finalement, le chemin n'est pas si évident. Alors, j'avais beaucoup d'enthousiasme au début. J'ai même parlé de dimension magistrale, mais c'est mon enthousiasme naturel. Mais en fait, non, on se rend compte que le chemin est tortueux et un peu compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pour nous, on le voit effectivement que ces différents canaux de communication, de distribution qui sont intéressants. Après ça, en tant qu'éditeur, on analyse toujours lequel est le plus pertinent en termes financiers, mais également pour rejoindre la clientèle qu'on souhaite rejoindre. Et après ça, il faut distinguer plusieurs choses. L'Uni, par exemple, c'est la production originale que eux vont faire spécialement pour l'audio. Ce n'est pas une adaptation comme nous on va faire de notre livre. Donc au niveau de la production, on est complètement dans deux créations différentes aussi, et ça nous permet aussi de nous poser en tant qu'éditeur le questionnement, est-ce que justement quand on va vouloir faire un livre audio, est-ce qu'on ne devrait pas entamer la réflexion au moment de la création de la version papier pour déjà avoir pensé aux différents formats plutôt que d'aller toujours en dernier moment, à penser à l'adaptation une fois que le papier existe. Actuellement, la plupart des éditeurs, c'est ça qu'ils font. On a créé la version papier, puis là, on va penser à l'adapter, alors qu'on devrait tout de suite penser aux différentes adaptations, aux différents formats d'accessibilité au début de la création, parce que les formats vont être différents, puis les méthodologies de production vont être différentes aussi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs éditeurs qui sont dans ces questionnements-là aussi actuellement. Puis c'est important de le mentionner. Je sais pas si tu voulais dire... Oui, Sandra, si vous voulez... Peut-être pas. J'aimerais beaucoup réagir à ça avec une autre réaction, mais de mon point de vue à moi, d'audio-libraire, finalement, on cherche justement à améliorer notre plateforme. Après, tu sais, c'est ça, c'est que ça va se faire peut-être sur une plus longue période en fonction justement du financement qu'on peut obtenir, mais c'est sûr qu'à la base, tu sais, c'était vraiment dans notre objectif, c'était de servir le grand public, mais pas que. Mais après ça, faut vraiment s'entourer de gens qui peuvent nous dire concrètement où est-ce que ça bute sur notre site, sur notre application. Puis je pense que encore là, c'est vraiment juste de faire ces consultations-là. Puis pour voir après ça, tu sais, concrètement, en toute franchise, moi, j'ai vraiment envie qu'on apporte ces modifications-là. Puis je pense qu'avec une rencontre dans le monde concret, on peut mesurer qu'est-ce que ça demande comme investissement, comme temps, comme technologie. Puis après ça, qu'est-ce qui est faisable pour nous. Puis en tout cas, j'aimerais bien qu'on poursuive la discussion là-dessus, vraiment dans un angle plus concret, parce que peut-être que c'est pas si compliqué dans le fond, puis que ça coûte pas si cher, mais que là, on pourrait répondre à de multiples besoins, puis vraiment... boucler la boucle là, finalement de ce qu'on offre déjà, mais
parce qu'on a tellement de livres qui ont été faits vraiment avec un souci de qualité, que ça serait dommage qu'on puisse juste pas y accéder. Oui. C'est vraiment... ouais. Fernando, vous voulez réagir? Oui, mais justement, les récrés sonores vont tenter d'établir des passerelles et peut-être de résoudre ça semble déjà être le cas. Oui. Non, mais pas grand-chose de plus. Après dire que encore une fois, hein, je disais que je questionnais l'adjectif magistral, mais redire que ça reste quand même une formidable porte d'entrée que de pouvoir consulter une enceinte connectée, pouvoir faire jouer des contenus, des livres, des balados, pardon. Il y a pas de doute là-dessus. Et après, toutes les applications sont pas inaccessibles. Hein, c'est pas ce que je disais non plus. Par contre, effectivement, en fait, ce qu'on est aussi en train d'interroger là, sans se le dire très clairement, mais c'est la disparition progressive du CD, en fait. Oui, ça c'est vrai. Et donc là, du coup, pour mettre des mots là-dessus, c'est ça. Et donc, effectivement, comme le CD disparaît, les appareils de lecture de CD disparaissent, la question c'est comment on va faire lorsqu'on sera vraiment 100% dématérialisé. Voilà. Et c'est effectivement là où, pour raccrocher la thématique de la journée, en tout cas sur cette table ronde, du coup, comment on s'assure du fait de pouvoir emmener des enfants vers la lecture au travers de l'audio jeunesse avec des interfaces 100% dématérialisées qui leur seront accessibles et qui seront accessibles à l'ensemble des gens qui les accompagnent, en fait. Est-ce que vous croyez que ce rôle-là de servir finalement la population avec des enjeux d'accessibilité, c'est le rôle de la bibliothèque ou ça devrait être le rôle de toute la chaîne? C'est quoi votre perspective par rapport à ça? Alors, ma perspective, telle que souvent on la travaille et je la développe avec le syndicat national de l'édition en France, justement, c'est d'expliquer que c'est vraiment une chaîne et que on est tous à des degrés divers, mais maillons de cette chaîne. Donc, si l'éditeur au départ ne fait pas un livre, que ce soit numérique ou audio, très accessible, ça va poser des problèmes derrière. Si les métadonnées associées à ce livre audio ne sont pas correctement renseignées, ça va poser un problème derrière. Si le libraire en ligne qui vend ses livres n'est lui-même pas accessible, ça va poser un problème. Si le bibliothécaire, alors je connais moins bien ce qui se passe au Québec, mais en France, pour les collectivités qui portent des portails de bibliothèques, si ces portails de bibliothèques eux-mêmes ne sont pas accessibles, ça va poser un problème. Et après, il y a même encore 2 autres problèmes qu'il faut garder à l'esprit avant d'en arriver à l'usage. Le premier, c'est est-ce qu'on a des contenus audio qui sont protégés, notamment par des DRM ? Si ces DRM, si ces mesures techniques de protection ne sont pas compatibles avec un certain nombre de produits, comme celui par exemple que j'ai en bandoulière ici, qui est également capable de lire de l'audio, ça va poser un certain nombre de difficultés. Et on peut avoir encore un cas de figure supplémentaire pour aller tout au bout de cette chaîne avant d'en arriver à l'usage. C'est si je délègue à un tiers de confiance un paiement, sur un site internet, par exemple pour un abonnement de bibliothèque ou pour tout simplement m'acquitter de l'achat d'un titre, et que ce tiers lui-même n'est pas accessible, ça va poser un certain nombre de problèmes. Et après, on en arrive à l'usage. Et l'usage, là, c'est avoir un appareil adéquat à l'utilisateur, qui sache utiliser, qui lui soit facile, agréable, et qui, du coup, corresponde à ses besoins. Soit il est à l'aise avec les nouvelles technologies, et du coup, pourquoi pas l'emmener. Voilà, j'ai évoqué l'iPhone tout à l'heure, mais j'ai pas d'action chez Apple. Je pourrais tout aussi bien parler d'Android, où on a aujourd'hui des systèmes qui sont très accessibles avec ce qu'on appelle un lecteur d'écran qui est intégré, et donc qui permet notamment à une personne aveugle, malvoyante, de pouvoir s'en saisir. Ou alors on peut vouloir des appareils beaucoup plus adaptés, comme ceux que fabriquent nos collègues québécois de chez Humanware à Longueuil, et qui aujourd'hui est vraisemblablement, je pense, le modèle de lecteur le plus répandu, en tout cas en France, c'est certain, et même dans beaucoup de pays dans le monde, en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas, de mon point de vue, que l'affaire des bibliothécaires, parce qu'en réalité, et pour beaucoup des professionnels qui sont dans la salle, c'est pas une découverte, il y a une telle pluralité des canaux de diffusion et de comment on peut s'emparer d'un livre audio, qu'en réalité, il y a toutes ces thématiques à travailler régulièrement. La chance qu'on a, en tout cas en Europe, c'est qu'on a une directive qui a été donc promulguée le 7 juin 2019,
et qui va maintenant demander à l'ensemble des acteurs de cette chaîne pour le livre de travailler ces aspects-là. Et notamment pour les librairies et les bibliothèques, c'est vraiment très très intéressant. Cette directive, elle s'applique pas au livre audio. Donc le livre audio est en dehors de l'application de cette directive. En revanche, de toute façon, ça va rejaillir très positivement sur les applications de lecture, sur, encore une fois, les sites internet, etc. Et ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment très très appréciable. Oui, on a beaucoup parlé du livre audio. Quid du balado? Oui, parce qu'il y a quand même cette question. On revient quand même un peu toujours à la question du paramètre économique aussi, puisque le balado, ou bon, le podcast si vous voulez, est un peu nimbé d'une aura de gratuité, sans doute surestimée, mais clairement il y a cette dimension aussi du coût. Finalement, l'audio porte je reprends la thématique, porte d'entrée vers la littérature, oui, mais avec un coût qui est quand même non négligeable. Les chiffres que vous donniez tout à l'heure, moi, m'ont sidéré. Je ne pensais pas qu'on avait un x10, qui est quand même très, très étonnant. Donc là encore, quel est l'impact un petit peu même sur les contenus et sur l'accessibilité? Il y a cette dimension qui est centrale. Je ne sais pas si Sandra ou Nicolas, vous voulez... Juste les coûts, mais vraiment, on va mettre juste en perspective. On est 8 millions d'habitants au Québec. Oui. En termes de studios, Sandra pourra probablement le dire, mais je pense qu'il y en a 3-4 au Québec qui font de l'audio. Ça fait que la compétition n'est pas énorme, il n'y a pas une grosse production, donc forcément, ça a une incidence. On sait également que il y a des choses qui sont régies, comme par exemple les acteurs, les voix sont régies d'une certaine manière au Québec. En France, le sont peut-être pas, ou en tout cas, pour ce que j'ai compris, d'une manière différente. Donc, ça a forcément un impact aussi sur le prix de production. Et effectivement, ces prix-là de production, ces coûts de production influencent fortement la production en général aussi à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, c'est une question de rentabilité. On n'a pas les mêmes moyens que la plupart des éditeurs français, qui sont souvent des grosses structures aussi. Il y a cette réalité-là. Puis, pour revenir par rapport à ce que vous mentionnez sur le balado, on en a fait, on le fait notamment avec la puce à l'oreille, et on le voit beaucoup plus comme un support additionnel pour aller plus loin, utiliser le livre au départ pour aborder une thématique, et le balado va permettre vraiment d'élargir la dimension du livre, la thématique, en abordant plus largement cette thématique-là. Donc, ça nous permet effectivement de faire vivre le livre auprès d'une clientèle différente. Et on le sait aussi par rapport à la France. Au Québec, il y a une volonté au niveau des écoles depuis plusieurs années d'utiliser le livre jeunesse, l'audio jeunesse, comme remplacement du manuel scolaire. Donc, beaucoup d'enseignants vont partir du livre de l'album jeunesse pour aborder des notions de mathématiques, de français, peu importe lesquelles, d'aborder certaines thématiques. Donc, le balado va également aider à ces enseignants-là en donnant du contenu supplémentaire aussi. Donc, ça permet une certaine découvrabilité en rendant l'accès par le biais de l'école à atteindre l'enfant, puis le professeur également. Sandra ou Fernando, vous voulez réagir peut-être? J'ai pas grand-chose de trop à dire sur ce sujet, si ce n'est quand même pour la France, sur les modèles économiques liés à la production du livre. Nous, ce qu'on constate pour les petits producteurs, notamment je mentionnais Benjamin Média tout à l'heure qu'on a écouté, mais je pourrais citer Les Doigts qui rêvent ou Mes mains en or, par exemple, qui font un travail là-dessus, c'est qu'on a quelque chose à trouver. On a commencé des discussions d'ailleurs avec le Centre national du livre pour trouver un modèle économique qui permette d'être soutenu pour de la création, notamment je mentionnais ce qui était fait tout à l'heure à la fois en gros caractères, en audio et en braille, qui est quand même assez coûteux aussi évidemment, simultanément. Et pour autant, quand c'est des petites séries, parce que ça se vend pas par milliers, voilà. En fait, on a du mal, en tout cas pour ces producteurs, à rentrer dans les cases qui existent aujourd'hui, liées au modèle de distribution en librairie, liées, etc. Et donc là, pour nous, il y a aussi des enjeux, c'est-à-dire de dire, on peut avoir de grosses productions audio et c'est très bien, il faut que ça continue, il faut qu'on en ait encore plus, donc faites-en plus. Mais on peut aussi vouloir développer ces plus petites productions qui sont porteuses, d'inclusion avec du braille, de l'audio et du requin en même temps. Et pour autant, le soutien public sur ce type de production aujourd'hui ne permet pas à ces maisons d'édition de rentrer dans les cases, en fait. Sandra, vous vouliez...
Je vais aller un peu ailleurs, là, parce que quand Nicolas parlait, ça m'a juste fait penser à quelque chose, mais je sais pas si j'ai l'impression que c'est la même chose en France, mais tu sais, on l'a vu dans des articles de journaux dans les dernières années, surtout comme les 2-3 dernières années, qu'on est comme rentré dans une ère de l'audio, tu sais, de façon générale avec l'explosion des balados et tout ça. Puis, il y a énormément de non-lecteurs qui consomment régulièrement de l'audio, qui, évidemment, sont appelés à rencontrer le livre audio et rencontrer le livre tout court, finalement. Puis, je pense même à des parents qui peuvent, par cette nouvelle porte d'entrée-là, ouvrir aussi la lecture avec leurs enfants. Puis on était au Salon du livre de Québec l'an dernier et il y avait des familles évidemment qui arrêtaient devant notre kiosque où c'était écrit « Lire autrement » en grandes lettres super éclairées. Donc on avait quand même beaucoup d'attention juste par ça. Mais et il y a une famille qui est arrivée puis les enfants étaient intéressés par les livres, mais je voyais que le papa était comme un peu il se sentait pas trop inclus là dans ces discussions-là et tout. Puis finalement, j'ai posé la question, est-ce que vous lisez? Quel genre de livre vous intéresse? Puis il m'a dit, moi, quand j'étais jeune, j'ai comme compris que les livres, c'était pas vraiment pour moi parce que je suis dyslexique. Puis je me suis concentrée sur le sport, sur autre chose. Puis c'est quelqu'un qui court beaucoup puis qui a commencé à écouter des balados. Et finalement, il y a comme eu une espèce d'éclair de génie ou une espèce d'étincelle avec notre discussion. Puis il s'est rendu compte, en fait, que peut-être que maintenant, il pourrait lire, puis il pourrait parler de livres avec sa conjointe, avec ses enfants, puis justement, on offrait un livre audio pour découvrir le format et tout, puis il a choisi un livre qu'il savait que c'était un auteur que sa conjointe aimait beaucoup, fait qu'il avait super hâte parce qu'il allait pouvoir en parler avec elle, mais c'est juste pour dire que je pense que le fait qu'il y ait comme une explosion dans le monde de l'audio en général, c'est vraiment excellent pour la littérature. Puis, je pense que les non-lecteurs peuvent transmettre cette nouvelle passion-là à leurs enfants. Puis, Très bonne nouvelle pour le livre, mais aussi pour la culture en général, puisqu'on voit bien que l'audio est peut-être, et le sonore, de manière générale, est sans doute la révolution culturelle en marche. Elle se développe de manière assez inédite avec une puissance de feu qui est quand même très spectaculaire. La première partie de nos échanges s'achève ici, mais nous avons gardé du temps pour quelques questions. Donc si vous voulez peut-être poser des questions à nos intervenants, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement pour leur prise de parole. Bonjour et merci pour votre intervention. C'est une question un petit peu pour tout le monde, mais peut-être plus pour Nicolas. Est-ce qu'il y a des livres où vous vous dites tout de suite que non, ça marchera pas à l'audio justement? Et quelles sont peut-être les contraintes que vous vous posez? Est-ce que vous vous dites par exemple en lisant ce livre, là j'arriverai pas à retranscrire, je sais pas, les couleurs, la gaieté, l'imaginaire que l'illustrateur a fait passer pour ces enfants malvoyants? Est-ce qu'il y a des livres où vous dites celui-là, non, ça marchera sans doute pas? Oui, bonne question, tout à fait en fait. Et puis c'est vraiment, on se pose la question pour tous les lecteurs en fait. On part du principe que le lecteur qui va écouter un livre audio n'a pas accès au livre papier. Donc on sait que certains vont utiliser les deux en simultané, mais on s'est posé cette question-là effectivement. Puis notamment, je pense à un livre qui s'appelle Va chercher le pain de Jean-Baptiste Drault, qui est un auteur-illustrateur français. Et ces textes sont très simples, mais les illustrations donnent beaucoup plus d'informations. Un exemple, il y a une de ces phrases, c'est Graham s'est fait kidnapper. Ok, le personnage s'est fait kidnapper, mais on voit dans l'image qu'il s'est fait kidnapper par des crocodiles, c'est dans une forêt. Donc, il y a tellement d'éléments dans le visuel que transcrire ça à l'audio deviendrait très compliqué, puis nous poserait des questions. Puis c'est là où on est rendu aussi dans la production, c'est est-ce qu'on transcrit l'image avec du contenu sonore, avec de la musique, la trame sonore, où on rajoute des textes pour justement décrire l'image. Et effectivement, par exemple, rajouter du texte, ça nous est arrivé dans un livre, dans Sven le Terrible, une aventure de pirate. À la fin, la dernière image montre 3 navires qui s'en vont. On a dû demander à l'autrice de rajouter une phrase explicative sur cette ouverture-là qui était importante pour justement permettre à l'audiolecteur de justement comprendre la fin. Donc,
on a ce souci-là de se poser la question, et ça, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, ça nous pose la question aussi de peut-être revoir la chaîne de production et d'avoir ça en tête dès le départ, en fait. Puis je voudrais juste préciser une petite affaire, mais ça c'est très personnel, ça n'a pas forcément un lien avec ce qu'on dit, mais depuis tantôt on parle de littérature jeunesse, puis j'ai un peu de difficulté avec ce terme-là, parce que pour moi la littérature jeunesse, comme on le nomme, s'adresse vraiment à tout le monde, et même à adultes, et je prends toujours l'exemple d'un adulte, peu importe, on a 15 minutes de temps dans la vie, puis on a juste envie de lire un livre ou écouter quelque chose. Un album jeunesse le permet. Souvent, les albums jeunesse abordent certaines thématiques. Donc, je voudrais juste pas qu'on pense que l'album jeunesse, comme on le mentionne, s'adresse juste aux enfants. Je pense qu'il s'adresse à tous les lecteurs aussi. Je voulais juste mon petit grain de sable. Notamment sur les problématiques d'accessibilité. On a pu le voir dans la production éditoriale au Québec, où des thématiques qui sont peu présentes en France sont très représentées, et où on fait voler en éclats ces frontières un peu artificielles qui sont finalement assez marketing et assez peu intéressantes. Oui. Oui, moi plutôt un témoignage par rapport à l'audio porte d'entrée vers la littérature. Moi je suis productrice de séries audio pour les enfants, et donc on a une série qui marche plutôt bien, et en fait elle est construite comme un dessin animé pour les oreilles, et on a cette chance d'avoir plein de témoignages d'enfants qui nous font des commentaires sur ce qu'ils écoutent. Et moi ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait au lieu de nous réclamer en adaptation par exemple du dessin animé, dire quand est-ce que ça sort le dessin animé, en fait pas du tout, on a plutôt une vague d'enfants qui nous disent quand est-ce que vous faites le livre. Et pas un, mais des dizaines, des centaines, c'est assez hallucinant. Et donc, on s'est dit, on va essayer de l'auto-éditer avec un illustrateur qu'on adore. Et en fait, ça a vraiment bien marché. Et il y a plein de parents qui nous ont dit, nous, notre enfant, il était un peu bloqué par les livres, ça l'intéressait pas beaucoup. Par contre, il aime beaucoup les balados, les podcasts. Et du coup, c'était hyper chouette de se dire qu'il y a des enfants qui se sont mis à lire, et que c'était vraiment l'audio qui les a fait rentrer là-dedans. Suite au prochain épisode cet après-midi, puisqu'une table ronde que j'aurai le bonheur de modérer sera consacrée à cette thématique, et notamment au passage du podcast ou balado vers le livre papier. Oui, absolument. Puis juste pour un exemple québécois qui n'est pas de la puce à l'oreille, mais qui s'appelle El Capucci, qui a un gros succès québécois, qui a commencé par l'audio et qui maintenant est une série de 3-4 livres qui ont quasiment autant de succès que les audios. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce passage-là. Moi, j'avais une question beaucoup moins sympa, beaucoup moins marrante, mais sur le juridique. Voilà, beaucoup moins marrant quand même. Non, je me posais, on a vu pendant la pandémie, au moment de fermeture des écoles et autres, plein de gens très très bien intentionnés qui ont commencé à faire des lectures d'albums et une mise à disposition en ligne. Alors c'était super sympa, mais ça a beaucoup mis en colère, à raison selon moi, les éditeurs puis les auteurs en particulier. Comment dans une logique numérique de gratuité, avec aussi une habitude de la gratuité puis du partage qu'on veut par ailleurs, en tout cas c'est un débat, l'économie du libre, comment est-ce qu'on protège ça? Comment est-ce qu'on protège les créateurs et les créatrices de ces œuvres-là? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un enjeu. Au Québec, en tout cas, tu connais sûrement Prune Biblius, qui est maintenant une nouvelle solution pour le livre numérique, qui inclut aussi le livre audio dans les écoles. Donc ça, c'est vraiment c'est des catalogues de livres numériques qui sont accessibles avec des licences en classe. Donc le fait d'avoir des outils comme ça fait en sorte que c'est quand même encadré, là. Donc, je sais pas à quel point, je pense que c'est assez nouveau comme solution, puis ça va devenir de plus en plus utilisé, j'imagine, parce qu'autrement, un professeur pourrait acheter une version audio, puis après ça, l'utiliser pendant des années dans plusieurs classes et tout ça. C'est vraiment difficile de suivre la trace. Évidemment, il y a des mesures de protection comme les DRM, mais après ça, quand on parle d'accessibilité, c'est pas nécessairement quelque chose qui est... En fait, c'est un élément bloquant. Donc, il y a des enjeux légaux, mais il y a des enjeux aussi de plus de technique ou d'accessibilité. Fait qu'on est un peu... en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini de se poser ces questions-là. C'est vraiment dur d'y répondre, honnêtement. Je sais pas si tu avais un complément. Juste un complément. Au Québec, il y a quand même la structure comme Copybec, qui est l'équivalent de la SOFIA. Et il y a beaucoup d'informations qui sont données justement aux professeurs quand vous utilisez des extraits. C'est sûr que la loi permet un certain nombre pourcentage du livre en tant qu'extrait sans que ça tombe dans l'exception de la loi et tout. Mais les enseignants sont quand même
informer sur le fait de déclarer quand ils font des photocopies de livres, quand ils présentent des extraits ou l'entièreté de l'ouvrage ou de l'audio. Donc, il y a quand même une certaine rémunération qui va se faire parce qu'il y a une déclaration qui doit être faite. Et on a été chanceux quand même avec la pandémie. Oui, il y a beaucoup d'enseignants qui ont décidé de faire des lectures, mais on s'est aperçu que la plupart de ces enseignants sont venus vers les maisons d'édition pour demander l'autorisation. Dans notre cas, pendant la pandémie, on a donné l'autorisation. On a dit, on est dans un cas exceptionnel, c'est normal, on veut aussi, c'est l'école à la maison, on veut pas empêcher certaines choses, mais sachez que quand on va revenir dans une normalité, si on peut appeler, dans ce cas-là, il y a Copybec qui existe, il y a moyen de déclarer pour que les créateurs soient rémunérés. Et nous, l'emphase, le message qu'on fait, c'est pas forcément que l'éditeur veut avoir de l'argent, c'est principalement reconnaissez le droit d'auteur des créateurs et c'est vraiment ça qui est important. Faites au moins le reconnaître, essayez de déclarer parce qu'ils font tellement pas d'argent que ce que vous faites, quelque part, peut leur nuire et surtout de leur mentionner que la visibilité, c'est pas ça qui paye l'épicerie à la fin du mois. Et ça sert absolument à rien, la visibilité, c'est un grand mot, mais non. Moi, c'est pour rebondir là-dessus. Moi, j'ai l'impression que... alors, on pourra jamais complètement empêcher les gens de se filmer, etc. Mais la législation est en train de changer pour tout ce qui est balado et... Enfin, en tout cas, le balado. Pour l'instant, on en est un peu au même point, je dirais, que quand YouTube est sorti et que tout le monde a sorti des films, enfin, en tout cas, filmait dans les salles de ciné et donc, là, pour l'instant, on a encore une brèche très, très large, mais que bientôt, ce sera plus possible. En fait, tout ça va être légiféré, et notamment sur la question financière, de la gratuité du balado, de l'écoute. Bientôt, ce sera plus le cas. C'est des questions qui reviennent souvent. Et alors, je rebondis juste sur votre question sur comment on adapte des livres ou pas, et donc sur ta réponse. Moi, étant créatrice de contenu sonore pour le jeune public, ça dépend vraiment du subside, le financement au préalable, et je compare ça c'est assez proche que le cinéma d'auteur, par exemple. Si on se lance dans un film personnel, que ce soit fiction ou documentaire, la donnée de temps et d'argent sera différente que si on fait une chronique. Et c'est absolument dénué de tout jugement. Je veux dire, c'est vraiment en tant que contenu. Et pour l'avoir vécu, par exemple, pour Rascasse le vieux marin, qui est donc un livre qui existe à la base et qui avait effectivement très très peu de mots. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est que c'était très différent pour le contenu, de ce qu'on entendait. En général, il y a très peu de texte, mais tout est dans le graphisme, et il y avait différentes textures, et mon travail, mais je pense que c'est un travail qui est absolument commun dans tous les médias, c'était un travail de réécriture et d'adaptation de ce graphisme en audio. Nous prendrons l'ultime question de Cécile. Juste un témoignage rapide et du coup une question à tous, parce que tu parlais de l'explosion de l'audio, ce qui est une réalité. Je voulais quand même partager un témoignage avec les lycéens. Quand on travaille avec eux depuis quelques années, quand on pose la question de est-ce que vous écoutez du livre audio et quels sont vos souvenirs de livres audio, en fait, ils renvoient à des livres audio écoutés pendant leur enfance. Et puis tout à coup, on a l'impression... qu'on les perd, et avec parfois des premiers témoignages qui disent que quand ils ont une première expérience d'écoute du livre audio, ils sont parfois démunis, ils savent pas quoi faire de leurs mains, etc. Donc, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à mettre en place pour l'accompagnement à l'écoute, et en tout cas pour ne pas perdre cette génération d'enfants enthousiastes qui écoutent, puis tout à coup qui disparaissent? Moi, je suis aussi tombée sur des études qui disaient que les jeunes avec des troubles d'attention avaient de la difficulté à justement être assis puis à lire. Ils étaient très déconcentrés puis stimulés par autre chose, alors que le livre audio, étant donné que c'est vraiment c'est physique, là, c'est directement dans les oreilles, près du cerveau, puis il y a des effets sonores et tout ça, que pour ces jeunes-là, c'était vraiment un outil. En fait, il y avait plus tendance à aller vers le livre audio que le livre papier, mais effectivement, quand t'es quelqu'un qui a des fourmis dans les pattes, puis qui a besoin quand même, que ses yeux regardent autre chose, mais c'est vrai qu'on peut peut-être être distrait. Moi, c'est une réponse très simple. Je suis vraiment adepte de réduire la complexité le plus possible, mais
est-ce que ces jeunes-là auraient envie d'être en mouvement pendant qu'ils écoutent un livre, justement? Tu sais, je pense qu'on peut vraiment créer des ponts entre le mouvement physique, puis le contact avec la nature, puis l'audio. Puis je pense qu'à ce moment-là, ben, quand tu es vraiment immergé dans une histoire, mais qu'après, tes yeux sont occupés à juste observer la nature, mais c'est pas nécessairement déconcentrant ou ça t'amène pas nécessairement à sortir du texte. Au contraire, tu sais, je pense que ça permet de trouver ça. Peut-être, je sais pas, ça me vient comme ça, mais d'organiser des événements où on écoute tous ensemble un livre, peut-être, fait qu'on va là avec nos amis ou je sais pas. Tu sais, je pense qu'il pourrait y avoir tellement d'idées comme ça, mais moi, personnellement, j'étais une adolescente qui adorait marcher dehors. Puis je sais pas si c'est le cas de beaucoup d'adolescents aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y aurait comme ce travail de reconnexion-là qu'on pourrait faire simultanément. Oui, puis au Québec, vous avez eu cette idée de génie de parler de balado et donc d'intégrer le mouvement. Balado, ça parle, et la mobilité. Et donc, ce que nous, on a un peu laissé de côté, on parle beaucoup de podcasts, mais effectivement, ce terme porte cette dimension du mouvement. À un moment en plus où, on le sait bien, beaucoup d'enjeux se portent autour de ce que certains intérêts appellent le temps de cerveau disponible. On peut aussi, c'est moins sympathique, se dire que est-ce que l'audio et le sonore n'est pas le dernier espace finalement après tous les autres où il y a un certain nombre de risques qui se présentent. Bon, encore une question ? Oui, alors vraiment la dernière, parce que là, nous rendons normalement l'antenne à l'heure. Hein. Moi, je suis très antenne. C'était vraiment juste pour faire le lien, effectivement, avec la table ronde de tout à l'heure, mais oui. Vous avez un tout petit peu répondu, c'est qu'on a parlé effectivement de ce public d'enfants ou d'adultes aveugles. Il y a tous les troubles du neurodéveloppement, donc autisme, TDAH, qui ont souvent une grosse difficulté d'accès à la lecture, 10 évidemment. Voilà, je me demandais si ça faisait aussi partie d'un public sur lequel vous aviez une action en particulier. Le sujet de pouvoir faire autre chose en même temps pour ce public-là, il est, évidemment, vous l'avez tout à fait dit, ça peut être même sauter sur un trampoline, et ils arriveront quand même à beaucoup mieux à entendre, à être attentifs à l'histoire que si on leur demande d'être assis sur une chaise ou sur un canapé. Et puis, on parlait tout à l'heure de comment on amenait certaines questions, certains livres sur, par exemple, la différence, des sujets un petit peu lourd, où le parent ou l'enseignant, l'éducateur a forcément une attente de poser des questions. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, et je l'ai testé, c'est qu'avec l'audio, on peut laisser l'enfant s'approprier peut-être une histoire, donc encore une fois, qui serait plus orientée sur ces sujets liés à la différence, sans qu'ils ressentent qu'il y a une attente, une injonction du parent, ou derrière, il va falloir parler de ça, et on le laisse infuser. Et c'est aussi une façon très intéressante de l'amener à ces sujets-là. Voilà, donc c'était juste pour faire le petit pont entre nos deux tables rondes. Ouais, puis si je peux rajouter juste un petit détail de plus, mais souvent, quand il y a des jeunes en difficulté de lecture, d'apprentissage et tout ça, ben quand tu as un retard en termes de décodage, de vocabulaire, de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, ben on se retrouve à lire des livres sur des sujets ou des thématiques pour des jeunes qui sont plus jeunes que nous. Puis là, après, comment veux-tu t'intéresser à la littérature si tu trouves ça un peu bébé ou ils ne supportent pas, ils détestent. Exact, donc ça les hérisse. Ben oui, donc là avec le livre audio, ça permet d'avoir accès à de la littérature un peu plus complexe, puis de justement d'avoir vraiment du plaisir, fait que ça t'encourage après ça à continuer. Donc je pense que c'est aussi un super atout. Très bien, merci beaucoup. Là, je crois que là c'est vraiment la fin. Alors voilà. Sandra, Nicolas, Fernando, un grand merci. Et puis oui, on vous applaudit très, très, très chaleureusement. Voilà, merci.